Bonjour à tous les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas avoir à dire ça un jour, mais je crois que vous allez finir par me manquer. Ne plus avoir à dire Shaina sur tes affaires, Edem tais-toi, tout ça, ça va finir par être difficile, même si je suis bien conscient que pour vous aussi en ce moment c'est pas simple et on est bien conscient des difficultés que pose cette situation. On est bien conscient du fait que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir accès à un ordi, d'avoir accès à Internet, de suivre sur Pronote, etc. Vraiment, on essaie de faire du mieux qu'on peut. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire quand vous avez des problèmes. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, on essaie d'être le plus réactif possible. Et vous pouvez aussi nous envoyer des messages pour dire que ça va bien, hein. Nous, ça nous rassure aussi de savoir que voilà, vous arrivez à suivre, qu'on essaye, qu'on est clair et que vous n'êtes pas complètement perdu face à cette situation si particulière. Aujourd'hui, on va donc continuer le cours sur la décolonisation, comment les pays colonisés vont obtenir leur indépendance. Dans la deuxième partie, le grand A, on avait commencé par étudier l'indépendance de l'Inde et aujourd'hui, on va s'intéresser à donc, l'indépendance de l'Algérie. Vous aviez à faire différentes questions sur la guerre d'Algérie de votre livre et on va essayer donc d'y répondre dans cette vidéo. Elle risque d'être un peu longue, donc du coup on fera le cours là, dans une autre vidéo, la trace écrite dans une autre vidéo. Alors, on vous demandait dans un premier temps où se situaient les Européens. Alors, cette question, elle est un petit peu... on va dire qu'elle met le doigt sur le principal problème en ce qui concerne l'indépendance algérienne, c'est-à-dire la présence européenne. En effet, vous avez vu qu'il y a de très nombreux Européens qui sont installés en Algérie parce que l'Algérie est considérée comme un département français et comme un territoire de peuplement. Au cours du siècle à peu près d'occupation de l'Algérie par la France, de nombreux Européens se sont installés, français et italiens, en Algérie. Et on les surnomme les pieds noirs. Alors, sur l'origine du mot, j'ai recherché entre toutes sortes d'explications. Il n'y en a aucune qui est vraiment pleinement acquise et satisfaisante. Donc on passe là-dessus. Donc les pieds noirs sont donc ces Européens qui sont installés et qui vivent en Algérie, parfois depuis plusieurs générations. Ils se concentrent donc sur le littoral et à proximité des grandes villes. Ces pieds noirs représentent, c'était la question 2, environ 10% de la population. Donc on voit que même si c'est une minorité, c'est pas rien, ces pieds noirs. Et ces pieds noirs sont au cœur du coup du refus de la France d'accepter l'indépendance de l'Algérie, parce que se poserait la question, mais que fait-on du coup des pieds noirs, de ces Français installés en Algérie depuis plusieurs générations? La question 3, dans la question 3, on vous demandait un petit peu que montrer ces chiffres par rapport à la politique d'assimilation. La politique d'assimilation en Algérie, c'était l'idée qu'au fur et à mesure du temps, ceux qu'on appelle les Français musulmans, en gros ce sont les Algériens à proprement parler, comment ils atteindraient un petit peu le même niveau de vie que les Français. Ce serait l'objectif de la politique d'assimilation, de faire en sorte que peu à peu, voilà, il y ait une hausse du niveau de vie pour les Algériens. En fait, les chiffres ils montrent clairement que c'est un échec. Et ils montrent les très fortes inégalités qui existent en Algérie entre d'un côté les Européens, les pieds noirs, et de l'autre les Algériens, ou comme on les appelle ici, les Français musulmans. Que ce soit au niveau sanitaire, il y a une beaucoup plus forte mortalité infantile chez les Algériens, ce qui montre qu'ils ont accès à une santé et à des soins de moins bonne qualité. Les inégalités, elles sont économiques et sociales. On voit que voilà, beaucoup d'Algériens sont essentiellement cantonnés dans l'agriculture, tandis que seuls 20% d'entre eux sont scolarisés. Donc on voit ici les très fortes inégalités qui existent en Algérie. Un petit point pour finir donc, sur les pieds noirs. Les pieds noirs, ils sont souvent très mal perçus. On les présente très souvent comme comme les colons, c'est-à-dire ceux qui ont volé la terre des Algériens pour s'installer à leur place. Alors c'est vrai, mais en partie. La situation des pieds noirs, ils sont dans une situation très diverse. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les gros colons, ceux en effet qui vont avoir d'immenses terres sur lesquelles travaillent des Algériens dans des conditions très difficiles et qui s'enrichissent. Et puis à côté de ça, vous avez des pieds noirs qui forment un peuple, tout ce qui est le plus divers et métissé, qui travaillent dans qui ont des petits emplois, des petits métiers. Alors, je dis ça sans mépris, hein, mais
C'est le cas par exemple voilà, d'Albert Camus. Albert Camus, célèbre écrivain français qui a eu le prix Nobel de littérature, enfin qui l'aura plus tard, et qui est né en Algérie, dans un milieu très populaire. Son père est mort pendant la Première Guerre mondiale, sa mère est simple d'esprit, élevée par sa grand-mère. Bref, c'est une vie qui n'est pas du tout celle d'un riche propriétaire qui exploiterait les Algériens. Alors, quels événements marquent véritablement le début de la guerre? Je vous ai montré dans la précédente vidéo qu'il y avait de très fortes tensions auparavant, mais les événements qui marquent vraiment le début du conflit, ce sont donc les attentats qui sont commis par le FLN, Front de Libération Nationale. Des attentats qui sont commis donc en Algérie par ce groupe. Donc le FLN, ça regroupe essentiellement des Algériens qui vont lutter de façon par la violence, par la lutte armée, pour obtenir l'indépendance algérienne. Ils sont soutenus d'ailleurs par quelques Français qui pensent en effet que le combat de l'Algérie, des Algériens, est juste. Donc des attentats qu'on surnomme donc la Toussaint Rouge. Voilà, on parle dans les journaux à l'époque de flambée terroriste en Algérie pour désigner ces attentats. Donc le FLN n'était pas le seul mouvement à chercher l'indépendance de l'Algérie. Vous aviez par exemple le MNA, Mouvement National Algérien, mais le FLN va peu à peu, parfois par la violence, parfois par la répression, s'imposer comme le principal organisme en lutte pour l'indépendance algérienne. Voilà, donc ces attentats, ils visent dans un premier temps, ils visent essentiellement, on va dire, l'État français, mais il ne faut pas oublier que voilà, dans des attentats, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire des victimes innocentes aussi qui sont fauchées par cette vague terroriste. Terroriste, pour reprendre l'expression des journaux de l'époque. Pour la France à l'époque, ce sont des actes terroristes. Donc la France, elle refuse de céder à cette flambée de violence et elle va donc envoyer l'armée. C'est sa réponse à une réponse militaire, une réponse violente, et plus précisément le contingent. Le contingent, ça veut dire que des Français qui ne sont pas militaires de carrière vont recevoir l'ordre de se rendre en Algérie pour combattre. La guerre s'envenime très rapidement, on a les attentats du FLN, des embuscades, et de l'autre côté, une répression qui est extrêmement brutale de la part de l'armée, comme lors de la bataille d'Alger par exemple. Alors pareil, je ne rentre pas dans les détails sur la bataille d'Alger, si vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez pas à les chercher, mais donc la France, elle va réprimer de façon extrêmement violente, avec des arrestations massives, l'utilisation de la torture, voire des viols, des massacres, des regroupements dans des camps. Et cette attitude de l'armée française et de la France, parce que l'armée n'est pas la seule responsable, les politiques derrière, ils savent très bien ce qui se passe. Quand ils disent à un général, vous avez les pleins pouvoirs, faites ce que vous voulez, mais il faut faire arrêter ces attentats, ils savent, ils ne sont pas bêtes, que ça signifie aussi l'emploi de la torture et d'une répression extrêmement violente. Donc, ça va être une tâche un petit peu sur la France, avec l'utilisation massive de cette torture. Je vous ai mis en lien, je les mettrai comme le proposait Amine dans la description de la vidéo, les liens vers des témoignages sur la torture française en Algérie. Alors certains vont dire que le FLN n'était pas des tendres aussi, et c'est vrai, le FLN, l'utilisation de l'égorgement, on avait les attentats qui vont tuer aussi des civils, on a une situation qui est extrêmement violente, mais malgré tout, la répression de l'armée française est extrêmement brutale avec donc cette utilisation de la torture. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on va avoir d'anciens résistants, des gens qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont eu à subir parfois les tortures de la Gestapo, et qui à leur tour vont devenir donc les bourreaux en torturant des membres du FLN en Algérie. Il s'agit de retrouver des informations, de faire parler les membres du FLN qu'on a arrêtés qui révèlent des caches d'armes, des noms, des adresses, des lieux d'attentat, etc. Donc la guerre se poursuit sans véritable solution, il n'y a pas d'apaisement en Algérie, et on va donc arriver aux accords d'Évian en 1962. Donc dans la question du livre, c'était plus de demander quelles sont les conséquences humaines de ces accords d'Évian. Je reviens un petit coup sur ces accords d'Évian. Donc les accords d'Évian sont en gros des accords signés entre la France et les membres du FLN, qui prévoient, alors
pas véritablement l'indépendance algérienne, même si elle est sous-entendue, c'est-à-dire que c'est plus une sorte de cessez-le-feu pour organiser notamment en Algérie un référendum d'autodétermination. En gros, ça veut dire on va organiser un référendum, on va poser la question aux Algériens sur ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, est-ce qu'ils souhaitent donc être un pays indépendant. Le résultat il est connu d'avance, hein, donc c'est pour ça qu'on retient les accords d'Évian comme fin du conflit et qui permettent à l'Algérie d'accéder enfin à l'indépendance. Cette indépendance entraîne donc la fuite des pieds noirs, ces Européens du coup qui craignent pour leur vie après la guerre d'Algérie. C'est le mot d'ordre de certains nationalistes algériens qui disent pour les pieds noirs, c'est la valise ou le cercueil. Autrement dit, soit vous faites votre valise et vous partez en France, soit on vous tue. Donc de nombreux pieds noirs vont fuir en France où ils vont être très souvent très mal accueillis. Dans le même temps, de nombreux Harkis sont abandonnés et massacrés en Algérie. Alors les Harkis, ce sont les Algériens qui ont combattu du côté de la France, parfois dès la Deuxième Guerre mondiale, et durant aussi cette guerre d'Algérie. Et pour beaucoup, certains vont être donc abandonnés par la France et massacrés après l'indépendance en Algérie. Alors, dernier point, un petit peu pour finir, je l'ai noté ici, le rôle de l'OAS. Alors là, on ne rentre pas dans les détails sur la guerre d'Algérie, donc ça, le livre vous en parlait pas. Juste très rapidement, l'OAS, donc Organisation de l'armée secrète, ce sont donc des pieds noirs et des militaires français qui vont commettre des attentats à leur tour. Mais alors cette fois, davantage, pas contre le FLN, mais davantage contre la France, contre l'État français, pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. Ce sont donc des pieds noirs qui, pour garder absolument l'Algérie sous domination française, sont prêts à recourir à des actions violentes. C'est le cas aussi de certains de militaires. Ils vont aller jusqu'à commettre un putsch, c'est-à-dire une tentative de coup d'État, de prendre le pouvoir pour empêcher cette indépendance algérienne. Parce qu'à partir des années 60, on comprend bien, et le général de Gaulle qui est revenu au pouvoir entre-temps, le général de Gaulle comprend bien que l'Algérie va devenir indépendante. Et donc quand il y a les débuts des discussions, c'est absolument ce que veulent éviter les pieds noirs et les militaires, d'où la création de cette organisation armée secrète pour empêcher cette indépendance, mais ils n'y parviendront pas. Voilà donc pour les réponses à ces questions. Donc dans la prochaine vidéo, on passera plus au cours, cette fois à proprement parler sur la guerre d'Algérie. On reviendra notamment sur le bilan humain. Voilà, j'espère avoir été clair et pas trop long. Je vous souhaite bien du courage en ces temps difficiles. À bientôt.